Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Lost. Previously on Fringe. Bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, précédemment, on reçoit Joyce Sorman, qui a écrit un livre aux éditions Flammarion qui s'appelle Le Témoin. Bonjour, Joyce Sorman. Bonjour. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a fait plaisir. Parce que moi, j'ai lu votre livre et je l'ai bien aimé. On va en parler un petit peu, enfin même beaucoup, j'espère. Avant de démarrer, j'aimerais bien qu'on parle un peu de vous. Du coup, vous êtes écrivaine, c'est bien ça? Ou vous avez d'autres activités, entre guillemets? J'ai vu que vous avez commencé comme prof de philo. Oui, il y a longtemps, en fait, j'ai fait des études de philo, j'ai passé le CAPES de philo, donc c'est ma formation. Et maintenant, alors oui, je suis écrivaine, mais comme l'écrasante majorité des auteurs, je ne vis pas de l'écriture, donc je suis obligée d'avoir des activités à côté. Et moi, j'ai une activité de secrétaire de rédaction pour des lettres d'information pour les collectivités locales. Donc voilà, je corrige et je réécris des articles juridiques. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais donc c'est mon travail alimentaire, et il y a beaucoup d'écrivains qui sont profs à côté ou pour des petits boulots alimentaires qui peuvent avoir un lien avec la réécriture justement. Donc je suis entre ces 2 activités. Vous avez lu le roman de Franck Courtez, À pied d'œuvre? Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler, et j'aimerais bien le lire. Ouais, ouais, j'ai vu beaucoup de choses, ça a l'air assez passionnant. Vous l'avez lu donc? Ouais, je l'ai lu, il est Ouais, super. ouais, Et ben, ouais. vous savez, il a un point commun aussi avec votre livre, c'est que, j'allais dire, il est de gauche, le livre. Il est Ça vraiment manque bien de parce nos qu'il jours. montre. Oui, voilà, ouais, exactement. Ça montre le déclassement et les préjugés qu'on a envers les pauvres, quoi, et les précaires. Mmh. Et le vôtre et le sien. C'est pour ça que quand vous m'avez dit ça, tout de suite, ça m'a fait penser. En plus, ça fait le lien avec, enfin, un lien un peu tiré pas quatre cheveux, mais j'ai quand même un lien avec Le Témoin aux éditions Flammarion. Ça parle de quoi? C'est l'histoire d'un homme qui s'abandonne, on va dire. Enfin, moi, c'est tel que je l'ai vu, Ouais, ouais. qui va passer ses journées et ses nuits dans un tribunal. Alors, je vais dire le début. Sur le parvis du palais de justice, cinglé par un vent de nord-est, la frêle silhouette de Bart se fond dans le gris minéral de la dalle, le gris bitumé d'un ciel bas. Bart lui-même a la mine grisâtre, émergeant d'une veste croisée, un imperméable à la saignée du coude, une épaisse mallette en cuir à la main, de celle profonde et assoufflée que les médecins de campagne trimballent dans les films et les romans. Moi, dès le début, j'ai pensé que votre personnage était un fantôme, ou qu'il avait cet aspect un peu irréel. Vous savez qu'il apparaissait tout d'un coup comme ça sur la place, et qu'il allait, il se fond dans le tribunal, il vit même dans le tribunal dans un trou, au-dessus des toilettes, dans le plafond, et il me dit, Mmh. mais en fait, ce personnage n'existe pas, c'est un fantôme. Est-ce que vous avez voulu justement qu'il s'efface, enfin que ce soit vous avez voulu cette impression-là, donner cette impression-là au lecteur, ou ça a été un peu le hasard? Non, non, c'est vrai que j'utilise pas ce terme, mais il est très juste, ce terme de fantôme. D'abord parce que Bart, c'est un homme qui décide de tout quitter, de quitter la société, de quitter le monde du travail, de quitter la vie sociale pour s'embarquer en passager clandestin dans ce paquebot du palais de justice, comme vous le disiez, caché dans un faux plafond dans les toilettes. Donc, il devient une espèce de fantôme social déjà en premier lieu, puisqu'il laisse tout derrière lui. Il abandonne même ses papiers d'identité au début du livre, donc il devient un fantôme pour la société, et il décide, dans un geste un peu sacrificiel, de consacrer toute son existence à l'observation de la justice. Donc déjà, en ce sens-là, c'est un fantôme. Après, c'est aussi en effet un fantôme dans le palais de justice, une espèce de spectre, une silhouette comme ça qu'on voit passer. On n'est pas très bien sûr qu'on l'a vu ou pas. Alors, il finira par être remarqué par les gardiens, par les femmes qui travaillent à la cafétéria, etc. Mais il est cette espèce de spectre qui hante le palais de justice, cette espèce en effet, de présence fantomatique à l'intérieur du palais. Et puis fantôme aussi, euh, parce que en effet, sa présence physique, enfin disons que son incarnation physique va se déliter petit à petit. euh, Parce que son corps va être éprouvé, son apparence va être éprouvée justement par ce spectacle de la justice, par le fait que ça fait des mois qu'il vit en se nourrissant très mal, en vivant
dans une cage en dormant sur un bout de carton, et cetera. Donc il y a aussi cet aspect fantomatique qui est lié à la disparition d'un corps et finalement, à la fin, il n'est presque plus qu'une conscience, comme un fantôme, voilà, pourrait Mmh. être une pure conscience et que le corps aurait été complètement escamoté. Donc de ce point de vue-là, je trouve que alors j'y ai pas pensé à ce mot quand j'ai écrit le livre. Je pensais à ce que ça pouvait, à tout ce que je viens de dire là, mais j'ai pas pensé au mot. Mais c'est marrant parce que vous êtes la deuxième personne qui, après avoir lu le livre, emploie ce terme de fantôme, auquel je n'avais pas du tout pensé et qui me semble, en effet assez juste pour parler de ce personnage de Barthes, ouais, à plein de points de vue, comme je viens de le dire. Alors c'est fou parce que là, vous venez de dire: «Il devient», hein, c'est-à-dire Mmh. il devient, c'est un choix, mais comme on le voit un peu plus loin dans le livre, moi j'ai l'impression qu'il était déjà fantôme, même lorsqu'il travaillait au Pôle emploi, parce Mmh. il C'est vrai. travaillait au Pôle emploi, c'était déjà un fantôme. Il avait un poste subalterne de comptable, si je me souviens bien, dans une petite, j'allais dire dans une Mmh. petite cache, Ouais, c'est un ouais, lapsus, ouais, mais c'est dans vrai. un petit bureau vitré, où que personne ne le voyait et lui, il voyait tout le monde. Comme il fait, dans le livre, comme il fait Mmh, lorsqu'il se mmh. réfugie dans ce tribunal. Pour moi, c'était déjà un fantôme avant même qu'il dise, qu'il réfléchisse au fait: «Beh, OK, je vais disparaître, quoi». Oui, oui, vous avez raison. C'était déjà une forme de présence fantomatique, puisque en effet, c'était un être très discret, très solitaire, vivant seul, dans son travail qui, voulait pas vraiment de nouer des relations. Alors dans le livre, je m'attarde pas beaucoup sur sa vie d'avant, mais il y a comme ça quelques Mmh. indices, mais voulant pas nouer de relations avec ses collègues, qui, finalement va être licencié et va accepter, d'une certaine façon ce licenciement sans se battre, comme s'il n'avait pas en effet d'existence réelle. Donc vous avez raison, il était déjà une espèce de silhouette en retrait, quoi. Je dirais peut-être un peu moins qu'un fantôme, une silhouette, en tout cas quelqu'un qui ne veut pas qu'on se faire remarquer, ça c'est sûr, et quelqu'un qui veut regarder, mais qui ne veut pas être regardé. Dans ce sens-là, on peut dire en effet que c'est un fantôme, c'est-à-dire voilà, celui qui il veut pas qu'on le voie, il veut pas qu'on lui parle, il ne veut pas exister pour les autres, mais en revanche, lui, il est très, très attentif au monde extérieur. Il est même dans sa description, j'insiste, hein, c'est la dernière fois, après je passe à autre chose, mais par exemple, vous écrivez: «Bart est un de ces hommes discrets qui s'expriment d'une voix sourde, avance d'un pas silencieux et inoffensif, l'allure immobile même quand il marche, remuant à peine l'air, de ces hommes soucieux de leur tranquillité qui ne croisent pas nos regards, ne rendent aucun son quand on les bouscule, ne laissent haïr aucune particularité, aucun signe distinctif». Ouais, moi ça c'est vers, page 30 pour, pour ceux qui veulent Ouais, aller voir, pour mais empousser le c'est clou. c'est voilà, ouais, franchement, c'est le fantôme, quoi. Il est le fantôme de sa propre vie, mais du début à la fin. Ça m'a C'est fait, vrai. moi, son personnage, il m'a fait froid dans le dos, quoi. Et pourtant, j'ai une, tendresse pour lui. Enfin, je pense que tout le monde a une petite tendresse pour lui, mais on se dit, on a envie de lui dire: «Secoue-toi, mec, allez!» Vous écrivez aussi qu'il choisit l'exil, Mmh. et que c'était sa revanche. C'est ça, si j'ai pas très bien compris, cette phrase. Alors, je vais pas spoiler la fin du livre. Je pense qu'elle a Mmh. en rapport avec la fin. On y reviendra, Ouais. plus tard et peut-être en off pour pas spoiler, les auditeurs. Mais vous dites ça, vous dites banni, donc banni parce qu'il est, vous l'avez dit, viré de son pôle Mmh mh. de Mmh. son travail à Pôle emploi. Banni, choisissait son exil, c'était sa revanche. Du coup, je ne comprends pas cette phrase. Est-ce que ça veut dire que, beh, quand on est déclassé, le sursaut, c'est l'effacement, c'est la fuite? Parce que plus loin vous écrivez de mémoire, on ne maîtrise rien, à part son Mmh. propre escamotage. Mmh mh. Donc est-ce que Mmh. c'est cette idée-là qu'il y a derrière? Ça veut dire que, on est déclassé, on se casse, allez vite. Ouais, voilà, ce que je voulais dire, bon, déjà, quand je dis banni, il choisit son exil, c'est-à-dire que, heu il est viré de Pôle emploi et donc il attend pas, en effet, la dégringolade, il attend pas, la dépression, le vide, le manque, l'argent qui disparaît et cetera. Il attend pas passivement, en fait, d'être, la victime de ce licenciement. Il décide de son exil, c'est-à-dire qu'il prend les devants, il décide de quitter son appart sans prévenir le propriétaire, de prendre l'argent sur son compte et il décide d'aller vivre en clandestin dans le palais de justice. Donc il y a déjà cette décision de tout laisser derrière lui, de laisser une société qu'il a exclue derrière lui et de vivre, comme en bivouac, quoi, de vivre en clandestin. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui a toujours une vie modeste et frugale, il se contente de peu.
Et donc de choisir à quoi va ressembler sa vie maintenant, en fait. Il est comme une espèce de moine ou d'ermite qui va s'enfermer, mais d'une manière qui pour moi n'est pas dépressive, en fait, même si c'est un personnage pas tout à fait joyeux, je vous l'accorde. Il a quelque chose d'un peu, sans doute, d'un peu triste, mais d'un peu terne, d'un peu morose, mais en même temps, moi, je ne le vois pas comme un personnage dépressif et passif qui justement sombrerait dans une espèce de mélancolie. Il décide de prendre sa vie en main. Il dit, c'est moi qui vais décider de ma propre disparition, c'est-à-dire que c'est moi qui vais aller me cacher en clandestin dans ce palais de justice, et c'est moi qui vais vous regarder dans les yeux et qui vais rendre compte et qui vais être le témoin justement de toute cette violence de la justice. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose d'actif aussi dans sa position, je dirais. OK, d'accord, merci. Du coup, je comprends mieux la phrase et le message derrière. Donc du coup, ils habitent dans un trou, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'enceinte même du tribunal. Et vous-même, vous n'avez pas vécu dans un trou, mais vous avez suivi, pendant 1 an, il me semble, si j'ai Oui. bien lu, c'était dans un article de Libération. Vous Mhm. avez suivi pendant 1 an, 1 fois par semaine, les, C'est ça. des procès, au tribunal. Est-ce que vous y êtes allé, j'ai envie de dire par hasard, ou vous saviez déjà que vous alliez faire de ce sujet-là un livre? Comment ça s'est, goupillé ça? Est-ce que vous avez, comment est venue l'envie de faire un livre sur la justice? Non, alors j'y suis allée vraiment pour écrire ce livre. Donc, pendant 1 an, tous les mercredis, j'allais au palais de justice de Paris, assister donc à un maximum d'audiences dans tous les domaines, stupéfiants, terroristes, violences conjugales, les comparutions immédiates, un procès pour inceste. Enfin voilà, j'ai essayé d'avoir une vision un peu diverse comme ça de la justice, et j'y suis allée vraiment en immersion, dans le but d'écrire ce livre, qui s'inscrit beaucoup dans la lignée du précédent, donc qui s'appelle À la folie, et qui est le fruit d'une immersion d'1 an en hôpital psychiatrique. Hem Et en fait, moi, j'aime beaucoup, pratiquer la littérature d'immersion de plus en plus, c'est-à-dire me choisir un espace à habiter, des espaces qui sont souvent inhabitables d'ailleurs, hein. J'ai travaillé sur la gare du Nord, sur des logements insalubres à Paris, le palais de justice, l'hôpital psychiatrique. Donc j'aime cette idée de m'installer moi, pendant voilà, un temps défini dans ces espaces où la plupart du temps, on ne fait que passer justement, où on s'installe pas, et moi je décide voilà, de rester, et, et de rendre compte justement de la vie de ces espaces qui sont souvent des institutions d'une certaine façon. Et j'avais envie de continuer le travail que j'avais commencé avec la psychiatrie, comme une espèce de diptyque, vous voyez, entre l'institution psychiatrique et l'institution judiciaire. Il y a des passerelles entre les deux. Donc ça fonctionne vraiment avec le livre précédent, sauf que le livre précédent est vraiment sur un mode purement documentaire, il n'y a pas du tout de fiction. Mmh. Et là, justement, j'avais pas envie de me répéter, j'avais envie d'inventer un peu une nouvelle forme, et c'est pour ça que j'ai inventé ce personnage de Barthes, personnage que je n'ai pas totalement inventé puisqu'il est inspiré d'un des grands personnages de la littérature mondiale qui est le Bartleby de Melville. Donc Melville a écrit cette nouvelle qui s'appelle Bartleby à la fin du 19e, qui est, voilà, qui est un récit assez mythique. Donc mon Barthes est inspiré de ce Bartleby de Melville. Voilà, j'incite tous ceux qui connaissent pas ce texte, qui est très court à le lire. C'est un texte magnifique, et qui parle aussi de ce personnage qui se trouve sur le bord de la société, sur le bord du monde, dans une position d'observation, de silence, de retrait, voilà. Donc c'est comme ça que est née l'idée du livre, c'est de continuer cette exploration de nos institutions. Et puis, voilà, j'ai décidé donc de façon très systématique, comme je l'avais fait, pour le livre précédent, de me nourrir, d'une matière documentaire, et de le faire, dans l'espèce d'institution d'une routine, quoi. J'avais fait la même chose pour la psychiatrie, c'est-à-dire toutes les semaines, le même jour, y aller, et parfois d'ailleurs, y aller un peu en traînant des pieds, si vous voulez. Il y avait parce que j'y allais le mercredi, et des mercredis où j'avais pas envie, j'avais la flemme, j'étais fatiguée, j'étais lasse, et cetera. Mais je me l'imposais comme une espèce de discipline, un peu comme Barthes dans le livre, de me dire: «Non, tu dois, voilà, tu dois accomplir cette tâche», et ça fait pour moi un peu partie du travail de l'écriture.
OK, super. Vous m'avez dit, vous habitiez, les lieux, le tribunal, l'asile psychiatrique pour en faire un roman. Du coup, c'est faut voir un lien avec Barthes qui habite aussi dans le tribunal? C'est un peu la métaphore Ouais, de votre vie, grosso modo? exactement. Bah, je dirais que, Barthes, c'est la projection, de cette manière d'habiter, mais Barthes, je dirais que justement, c'est moi en mieux, en plus radical, en plus absolu. C'est-à-dire là où moi je me contentais d'y aller une fois par semaine et de rentrer le soir chez moi, Barthes, lui, comme je disais tout à l'heure, il sacrifie sa vie et il quitte tout pour vivre au palais de justice. Il s'installe vraiment dans les murs du palais de justice. Et donc, Barthes, c'est une espèce de projection idéale de l'écrivain, d'une certaine façon. Moi, je ne sacrifie pas toute ma vie vous voyez, à l'écriture. Je n'ai pas tout quitté pour habiter le palais de justice. Et en même temps, c'est une espèce d'idéal de l'écrivain, d'idéal de patience, d'attention, de concentration, d'abnégation. Vous voyez, toutes ces vertus qui sont pour moi des vertus de l'écriture où il faut être patient, il faut être attentif, il faut être concentré, il faut admettre certains sacrifices, ne serait-ce que matériels. Et, euh, et voilà, donc c'est une espèce de moi idéal, quoi. Et c'est aussi ça qui est intéressant pour moi dans l'écriture littéraire, c'est de pouvoir créer des figures qui sont des projections de soi, mais poussées à une espèce de maximum que nous, en tant qu'individus, que personne, on n'assumerait pas totalement, quoi. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas autant le sens du sacrifice que Barthes. Ouais, je réfléchis là, je suis en train de réfléchir à ce que vous venez de dire sur le sens de sacrifice et cetera. Vous dites que c'est la projection idéale de l'écrivain, mais quand même, Barthes, je trouve qu'il est dans un processus d'effacement total et complet de lui-même et de sa personne, de son physique qui se détériore et cetera. Mmh, Hem, c'est quand même assez, je vais dire, dépressif, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il est pas dépressif Barthes, hein, et c'est pas un livre de dépressif mmh, au contraire, on a quand même de l'empathie pour Barthes et de la colère pour ce qu'il raconte, mais on y viendra un peu plus tard. Mais ouais, moi je vois plus l'effacement que le sacrifice, l'effacement choisi. Oui, et je vois ce que vous venez de dire, ça vient me percuter sur la projection de l'écrivain idéal, quoi. mmh, mmh. OK, très bien, merci. Pardon, j'ai réfléchi en même temps que je vous parlais. Bah, Heu, c'est les meilleures manières de réfléchir. N'est-ce pas? Alors du coup, vous avez parlé de La Folie. Je voulais pas trop, en parler. Je pensais en parler plus dans la revue qui sortira mi-juin. Mmh, Mais je vais faire quand même le lien avec ce que vous avez dit là tout à l'heure, sur La Folie. Vous avez dit qu'il y avait un lien, que c'était la suite un petit peu entre guillemets, hein, que Le Témoin était la suite de La Folie, au sens où il regarde une institution de l'intérieur. mmh, Alors effectivement, à La Folie, alors j'ai lu, j'ai lu Boys, pardon, À la Folie, et Le Témoin. Et mmh. je vais bientôt commencer, Le Boucher qui se transforme, pardon, en ours. J'ai Comme oublié une le titre, Comme bête. une bête. Comme une bête, Ouais. excusez-moi. Donc du coup, je vais peut-être dire une bêtise, vous me rectifierez, vous me rectifierez. Mais il y a quand même un point commun dans les 3 livres que j'ai trouvés au niveau du style. Alors même s'ils ne sont pas écrits, de la même façon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, À la Folie, c'est vraiment, documentaire. On suit, Mmh, vous retranscrivez les vies d'un personnage et puis vous expliquez comment vous y allez, et cetera. La 1re scène, de mémoire, vous dites, c'est vos préjugés quand vous arrivez devant ce grand bloc de béton, et cetera. Vous pensez ouais. qu'il faut faire bonne impression, et cetera. Bref, il y a quand même, dans votre style un truc, c'est hyper précis, tout ce que vous, écrivez. Sans mauvais jeu de mots, je dirais que c'est clinique. Et Boys et À la Folie et Le Témoin, et pourtant c'est pas exemple de sentiments. Mais les sentiments, c'est ceux qu'on ressent à la lecture. C'est-à-dire qu'à La Folie, c'est, révoltant, je dirais, et Le Témoin, c'est juste de la colère qu'on Mmh, ressent contre mmh, le système, judiciaire. Ça, c'est ce mmh. que vous avez ressenti aussi? C'est quelque chose que vous vouliez faire ressentir, vous, au lecteur? Ou vous avez décidé plutôt de rester, j'allais dire, dans les faits, de raconter les faits et Mmh, d'éviter, mmh, mmh, un peu mmh, le «jugement» entre guillemets? mmh. Oui, oui, bah, ça, c'est une question, essentielle. Bon, déjà, ça me fait plaisir que vous me disiez que j'ai une écriture précise, c'est parce que c'est important pour moi, donc
Voilà, je trouve que c'est la précision est la moindre des choses, et justement la patience, l'attention, et c'est vrai que moi j'aime en fait, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans l'écriture qui est le travail de description, et c'est aussi pour ça que j'aime la littérature d'immersion parce que c'est l'occasion justement de prendre le temps d'écouter et de voir et d'être dans une approche descriptive du monde, et ça m'intéresse. Je trouve que là où la littérature est forte, quand elle sort justement de l'idéologie, et qu'elle ne fonctionne pas à coup d'idées ou de slogans, mais qu'elle décrit le plus précisément, le plus patiemment possible, le plus minutieusement possible, une réalité. Et à mon avis, plus justement on est précis, plus l'émotion peut naître. C'est-à-dire que si on rentre dans le détail d'une description, une manière de parler, de se déplacer, je sais pas, l'étoffe d'un vêtement, la sonorité d'un mot, un geste. C'est quand on est dans cette attention-là, je pense que l'émotion peut naître. Mais c'est vrai que ce qui est juste, si dans ce que vous dites, c'est que la, 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 la colère que j'ai ressentie et au palais de justice et à l'hôpital psychiatrique, elle est venue. Elle a pris forme justement petit à petit parce que j'ai passé un an là-bas et que semaine après semaine, et ben mon sentiment de colère grandissait et que donc le livre se chargeait de ça. Mais quand j'ai décidé d'écrire sur l'hôpital psychiatrique ou sur la justice, je ne me suis pas dit, j'y vais pour dénoncer, j'y vais en colère. Alors, je savais, comme tout citoyen un peu éclairé, qu'il y avait des dysfonctionnements et que c'était pas la fête hein, dans ces deux endroits. Ça, on en a tous conscience. Mais c'est pas la même chose de le savoir et puis de le vivre pendant un an, d'en avoir le spectacle direct qu'on capte avec ses sens, je pourrais dire, avec son corps tout entier. Et c'est vrai que, voilà, moi, j'y suis pas allée avec l'idée de dénoncer quelque chose. Et d'ailleurs, quand on me dit, ouais, tes livres dénoncent le délabrement de la justice ou de l'institution psychiatrique, je dis, c'est pas moi qui dénonce le réel, il se dénonce tout seul. Le réel, il s'accuse tout seul. Et moi, je me contente de regarder ce réel, d'essayer de le retranscrire le plus fidèlement possible, de prendre le temps de le décrire, et je donne à voir ce réel. Et s'il suscite de la colère chez les lecteurs, c'est une colère qu'on partage ensemble, et je pense elle est saine, et la littérature a cette vertu de la faire émerger. Mais c'est pas ma colère à moi, c'est la colère que provoque le réel chez toute personne un petit peu attentif, quoi. Donc, moi, voilà, quand je commence les livres, j'essaye justement de ne pas avoir trop de préjugés, comme vous le disiez, je dis ça au début de À la folie. J'ai quelques intuitions, mais j'essaye de rester rivée au réel et de pas trop décoller en ayant des opinions, des points de vue, en exprimant mes sentiments à moi. Mais en tout cas, il y a une progression qui est liée, je pense, à la durée que je passe dans ces lieux. C'est-à-dire que si j'avais passé que 15 jours, bah, j'aurais pas eu le temps de ressentir tout ça, quoi. C'est pour ça que pour moi, un an d'immersion, c'est le minimum pour arriver à capter des choses. Voilà, c'est la patience. Et pour moi, c'est ce qui détermine en premier lieu l'écriture, la littérature, c'est la patience. Si on n'a pas la patience, on ne fait pas des bons livres, je pense. Alors, je ne dis pas que moi je fais des bons livres, mais ça me semble être voilà, la condition sine qua non pour produire de la littérature. OK, super. En gros, vous dites que, vous êtes obligée d'être précise dans l'écriture, et c'est de cette précision que naît, le sentiment, on peut être qu'en colérique, quoi, qu'en colère quand on se rend compte, comment fonctionne la justice, Ouais, alors, grosso modo. tout le monde est pas, enfin, oui, je pense qu'il faut être précise, mais par ailleurs, moi, c'est aussi ce qui me plaît. C'est pas juste, vous voyez, je me force pas non plus. C'est aussi que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est cette précision. Après, quand vous dites qu'on est nécessairement en colère, malheureusement, Oui. cette précision ne produit pas ce sentiment chez tout le monde. Mais et je pense qu'en réalité, mon livre, il ne peut pas convaincre ou faire naître ce sentiment chez des gens qui sont pas déjà un peu convaincus et qui sont pas déjà un peu traversés par ce sentiment. Je pense que, Mmh. on se connaît pas, mais je pense que si vous avez ressenti de la colère, c'est que vous aviez déjà une sensibilité, que mon livre n'a fait qu'activer ou
confirmer. Voilà, donc je crois pas que les livres puissent, vous voyez, convertir des gens. Je pense pas que les gens qui regardent CNews, vont être convertis Ouais. par mon livre et vont arrêter de dire que la justice est laxiste, alors que c'est le contraire. Mais en revanche, les livres permettent de se compter d'une certaine façon, de créer une communauté, autour de sentiments et d'émotions communes et de se Ah, oui. et d'autres conversations. La gauche étant dans une très mauvaise passe, et très minoritaire, voilà, des livres un peu politiques comme le mien peuvent permettre de réactiver au moins ce sentiment. Ça va rien changer, ça n'a aucun poids politique, mais voilà, on se compte. Les forces peuvent se compter, quoi, de manière très modeste, hein, ça n'est qu'un livre. Mais je reviens encore à Pied d'œuvre. Il faut voir l'accueil qu'a Ouais, eu À Pied d'œuvre dans les médias, quoi. On ne ouais. parlait pas du fond, c'est-à-dire du traitement de la société des précaires, mais plus du photographe avec une belle vie, entre guillemets, qui avait tout plaqué pour vivre son rêve d'écrivain. Et Ouais, tout tout ce à qu'il fait. racontait sur le fond, Mmh, sur le mmh. fond, j'allais dire, le fond de tout ce qui était de gauche était passé à la trappe, quoi. Ouais, ouais, tout ce qui C'était était assez politique, effrayant, ouais. Oui, oui. subversif, ouais, 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 bah, oui, c'est très juste, bien sûr, bien sûr. La nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les pousser à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler. La méfiance les exciter, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé. L'odeur de l'essence. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'autodétruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le sac du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien remplit plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle ça justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols pour plaire aux mongols. On va
tomber comme les Mongols, comme les Égyptiens, comme les Romains, comme les Mayas, comme les Grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes, corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo-subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreuses radicalistes. En manque de repères, ils se perdent dans la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2 tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne n'aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement de taf de merde, fait semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs? Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. C'est pas gérer nos relations, donc on les gâche. Assume pas ce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash. Ok, merci pour ces précisions. On revient sur votre livre, du coup. Je vais relire un extrait. C'est au début. C'est la première description un petit peu de la justice, entre guillemets, que fait Barthes. Donc, c'est la première fois où il entre dans une salle d'audience. Maintenant que les parties sont installées, Barthes relève l'irréprochable symétrie de la salle d'audience. Chaque protagoniste a sa place dans une tour chorégraphique collective. Une fois l'audience débutée, Barthes identifiera bien plus vite leur rôle à la manière dont ils s'adressent les uns aux autres. Le président siégeant au milieu de ses 2 assesseurs, la greffière et le procureur assis à équidistance des juges et au même niveau sur l'estrade. Le fauteuil du président, au dossier plus haut, est placé face à la barre, et également à équidistance des avocats de la partie civile et de ceux de la défense. Il y a cet espace vacant entre la barre et le juge, à la fois point d'équilibre de surface et surface inoccupée, que personne ne semble vouloir traverser. Le lieu de la loi peut être un trou autour duquel auront lieu les échanges, tourneront les interprètes et dans lequel tomberont finalement les accusés, avalés. C'est déjà ce qu'imagine Barthes. J'étais un peu plus loin que ce que je voulais lire, mais parce que la métaphore du trou, moi, j'allais dire, elle m'éclate. Parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est vrai que quand on va au tribunal, il y en a très peu qui osent s'avancer au-delà de cette barre, et j'avais jamais pensé au trou, mais oui, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment un trou, quoi. Il y a un trou un gouffre fossé entre ceux qui jugent et ceux qui sont jugés, quoi. C'est vraiment bien vu. Alors cet extrait, moi, il m'a aussi marqué parce que ça m'a fait penser, mais tout de suite, au livre des sociologues Pinson-Charlot, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, avec leur livre sur la justice, justement, de mémoire, la violence des riches, si je me souviens bien. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Donc, qui raconte exactement ce que vous racontez, vous, dans le livre, avec d'autres exemples et avec... j'allais dire moins lisible, mais bon, c'est le propre des sociologues, de mettre beaucoup de dédale pour arriver à une conclusion. Mais ça m'a fait vraiment penser à ce livre. Je voulais savoir si vous l'aviez lu avant d'écrire votre roman, si ça vous avait inspiré ou si on vous en avait déjà parlé. Non, je ne l'ai pas lu, mais on m'en avait parlé puisque je connais leur travail, j'ai lu des bouquins d'eux, mais pas celui-là précisément. Et en fait, j'avais pas trop envie de lire des choses avant aussi parce que j'avais peur d'être un peu inhibée. Après, dans le temps de l'écriture, j'ai pu lire quelques livres. Alors, j'ai lu beaucoup de Foucault parce que comme on disait tout à l'heure, moi, j'ai fait des études de philosophie. Donc, du coup, le travail de Foucault sur la justice, comme sur la prison, comme sur la psychiatrie, ça m'était assez familier. Donc, je me suis un peu replongée comme ça dans des écrits théoriques. Mais voilà, avant de commencer, je voulais être un petit peu vierge, justement pour que mon regard soit pas trop biaisé non plus, quoi, hein, que j'arrive en ayant, c'est toujours pareil, en ayant le moins de préjugés possible. Alors, c'est un vœu pieux, évidemment, qu'on a tous des préjugés, mais je voulais essayer de les faire taire le plus possible pour être, comme Barthes, une espèce de surface complètement réceptive,
heu, spectateur, témoin, hein, c'est pour, le titre du livre le dit, espèce d'être juste dans la position de témoin. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette espèce de scénographie du théâtre judiciaire? Comme vous l'avez, voilà, comme l'extrait que vous l'avez lu en témoigne. Les gens sont assis à quel endroit? La répartition dans l'espace, ça dit quoi sur l'exercice de la justice? Voilà, essayer d'être dans cette observation factuelle, et de cette observation factuelle, faire naître, justement, faire apparaître, l'injustice et la violence de la justice. Ouais, c'est exactement ce qu'on ressent, à la lecture, du livre et des différentes affaires pour lesquelles il va être le témoin. Donc il va suivre différentes affaires dans différentes, cours d'audience. Hem, c'est ce que raconte aussi, le livre, La violence des riches. C'est-à-dire que, on est déjà dans un bâtiment qui écrase le prévenu, qui est déjà Mmh, coupable mmh, parce qu'il est là. mmh, Et tout à parce fait. que tout le monde a son propre vocabulaire qu'il ne maîtrise pas, et le vocabulaire et les codes. Et c'est ce Mmh. qu'on voit concrètement à la lecture de votre livre. Je fais une petite parenthèse, parce que là, vous avez parlé d'écriture. Donc, vous avez dit que vous avez passé donc 1 an à suivre les affaires vous-même au tribunal. Du coup, vous avez passé combien de temps dans l'écriture? Est-ce que ça s'est fait en même temps, ou c'était de la prise de notes? Est-ce qu'il y a eu un temps supplémentaire derrière pour l'écriture? Comment vous avez organisé votre travail? Ouais, 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 j'ai en fait, comme pour le précédent, j'ai fait 1 an de prise de notes et 1 an d'immersion, et pendant cette année-là, en fait, j'écris pas. Parce que justement, pour moi, il faut 1 an de cette expérience pour mûrir le projet. Donc, je veux pas commencer à écrire tant que je suis pas allée au bout de cette expérience-là et que je suis pas allée au bout de l'épreuve, au sens d'éprouver. Donc, pour les 2 livres, c'est vraiment 1 an d'immersion où je ne fais que prendre des notes, lire, me documenter, et cetera. Et puis après, il y a eu 1 an d'écriture. Pour À la folie comme pour le témoin, il y a eu après 1 an uniquement d'écriture. Alors, où je ne fais pas que écrire, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai un boulot alimentaire à côté. Mais voilà, l'écriture me prend une deuxième année, et je fais certainement pas les 2 ensemble. OK, d'accord. D'où ça, plus ce que vous disiez tout à l'heure sur la patience, quoi. 2 ans, ça Exactement. peut Ouais. 2 ans, ça peut sembler, ahurissant pour quelqu'un qui n'écrit pas, ou qui a, je me suis perdu dans ma phrase, vous m'excuserez, qui a l'habitude, où il faut être «productif» entre guillemets, hein. Ouais, 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 ouais. Ah bah, après, il y a des auteurs qui passent 10 ans sur un livre, hein, qui sont encore Oui. plus patients que moi. Mais oui, bah, ça, c'est sûr que l'écriture, on sort du régime de la productivité, tel qu'il organise notre société. Mmh. C'est aussi ça qui est intéressant dans l'écriture, c'est d'être un peu à rebours, quoi, de la marche, du monde contemporain. Ouais, d'où l'importance, des livres, comme on le dit, régulièrement dans l'émission. Mmh. Hem, D'ailleurs, là, je vous coupe, mais excusez-moi, mais Allez-y. la lecture, c'est le revers de ça. C'est-à-dire la lecture, c'est aussi ce qui demande de la patience. C'est aussi un moment où on est on se nourrit que soi-même, et on est plus productif pour le reste du monde. Et je pense que la patience de la lecture est aussi une grande vertu qui se perd et qu'il faut absolument préserver et célébrer. Ouais, sur ce sujet, je me permets une auto-promotion. On en a parlé, dans une autre émission que l'on produit qui s'appelle «Et alors?», une émission qui est passée en décembre avant les fêtes, où on parlait, justement de la lecture, et j'invite des auditeurs à aller écouter. Mmh. Désolé. Non, bah, vous avez bien raison. Du coup, je reprends. Hem, je cherche le mot juste. J'allais dire que moi, quand j'ai lu votre livre, je l'ai trouvé dur, mais c'est pas le bon terme, dur. C'est vraiment pas le bon terme. En fait, plus je le lisais, plus je me disais: «Bon, ben, on est foutu, quoi». La justice la justice est malade, justice, police, c'est une catastrophe. Il y avait un mélange de colère, un peu de résignation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en même temps, j'insiste vraiment là-dessus, c'est pas un livre dont on ressort, déprimé. Il y en a, hein, mais je trouve aussi plein d'espoir. On va y venir tout à l'heure, notamment quand vous parlez des psys, mais je spoil un petit peu. Donc ouais, j'ai ressenti ça à l'écriture. Est-ce que ça vous choque si je dis ça? Qu'il y a Ah, une pas du tout. contradiction? OK, Pas parfait, du tant tout. mieux. Non, 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 ça me semble tout à fait,
en accord avec le livre. Parfait. Le constat que fait le livre, c'est ça. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est jugé avant même d'entrer dans la salle du tribunal, Mmh. selon le vocabulaire, comment on est habillé, Mmh. comment on s'exprime, la dégaine. On est jugé et on est jugé à 99% coupable parce qu'on est déjà devant les juges. J'allais dire, on n'a pas la même classe, quoi, entre et classe dans les deux sens, et en Mmh. termes Mmh. d'habits, mais aussi en termes de classe sociale. C'est ça Tout à qui fait. est jugé plus qu'autre chose. Euh, du coup, c'est ce que dit, c'est ce que on comprend quand on lit votre roman. Mais alors, j'ai compris que c'est ce que vous pensiez aussi. Mais est-ce que ça vous gêne si on vous lit un peu trop à Barthes et à son explication de tout ça, ou pas? Oh non, pas du tout et d'ailleurs la plupart des gens, sont pas dupes et me disent, que Barthes c'est moi, que Barthes c'est une projection de moi, que Barthes est une espèce de personnage, fiction derrière lequel je me cache. C'est vrai que la plupart des lecteurs, me disent, «Barthes, c'est toi». La 1re interview que j'ai faite le jour de la sortie du livre, c'était la première fois que je parlais du livre, j'étais au à l'émission du midi sur France Culture et c'est quasiment la première question que m'a posée, la journaliste. Elle m'a dit: «Mais pourquoi vous vous cachez derrière Barthes alors qu'on sait très bien que c'est vous? On sait très bien que vous pensez la même chose que lui, que vous ressentez la même chose que lui» et c'est vrai. C'est vrai que Barthes porte ma parole, mais d'une manière, comme je disais tout à l'heure, plus radicale, plus poussée, voilà, avec plus d'absolu que moi. Mais c'est vrai que, j'écrirai pas à des personnages avec lesquels je ne serais pas d'accord. Hem, voilà, ce qui est ma façon de faire, mais après je suis aussi admiratif, par exemple, des écrivains qui créent des personnages de salauds ou qui sont à l'opposé de leur façon de voir le monde. Je trouve ça complètement, passionnant, mais je crois que moi, je n'y arriverai pas parce que j'ai vraiment besoin du sentiment d'empathie avec mon personnage pour écrire. Mais ça, c'est pas un jugement de valeur sur, il faut faire comme ci ou comme ça. C'est ma manière de faire et puis c'est ma technique et puis chaque auteur a ses limites et moi, ma limite, c'est que je ne peux pas, avoir un autre sentiment que la bienveillance, l'empathie, et la connivence avec mon personnage. Voilà. C'est un peu la question que je me suis posée, parce que moi j'ai enchaîné Le Témoin, puis À la Folie. Mmh. Et À la Folie, donc on l'a dit, c'est documentaire, vous écrivez, jeux, etc. Et je me suis dit, tiens, pourquoi À la Folie, alors je mets des guillemets, vous assumez le fait que ce soit vous qui parliez et pas dans Le Témoin. Et bon, et vous aviez répondu un peu plus tôt dans l'entretien, hein, vous aviez envie Mmh. de tester autre chose. Mais ouais, c'est une question que je me suis posée. Après, Hem, excusez-moi, je vous coupe, mais il y a une autre oui, raison aussi, c'est que dans la folie, je me mets en scène et je dis «je» parce qu'en fait, je partage vraiment le quotidien des soignants et des patients. Je suis avec eux, je avec eux, je mange avec eux, heu, de quotidien partagé. Heu et donc j'ai l'impression d'être vraiment de vivre avec eux, que ma présence, elle transforme les choses. Donc c'est pour ça que je dis «je». Alors que dans le palais de justice, j'ai pas rencontré, ni de prévenus, ni de greffiers, ni de juges, ni d'avocats, ni de procureurs. Voilà, j'ai pas du tout vécu ni parlé avec les gens. Je suis vraiment purement spectatrice et purement témoin et c'est pour ça que pour moi, c'était plus difficile de dire «je». C'est pas la même expérience d'immersion. Dans un cas, je partage un quotidien, je deviens même assez proche des gens et dans l'autre cas, je reste sur le banc, dans le public et je fais que observer en me taisant. Donc c'est plus difficile de dire «je» parce qu'en fait, on est beaucoup moins dans l'affaire aussi. Je participais mmh. pas, à une espèce de communauté, quoi. Comme toutes les gamines, j'avais peur dans le noir, des choses qu'on imagine, cachées dans le placard. Les monstres de pénombre ne résistaient jamais quand s'allumait dans l'ombre ma lampe de chevet. Et j'ai béni souvent dans ces petites paniques les bras de ma maman et l'ampoule électrique. J'avais en ce temps-là
leçons à apprendre, de l'encre sur les doigts et le monde à comprendre. Professeur de piano ou maîtresse d'école, on fait voler plus haut mon âme de luciole. Et je jouais à survivre dessous mes draps en cloche, à la lueur d'un livre et d'une lampe de poche. J'ai fait feu de tout bois, amoureuse tant et plus que la lumière soit et la lumière fut. J'ai grillé des ampoules, cramé quelques lampions, les nuits où l'on se saoule de fêtes sans passion. Mais j'ai eu pour la gloire, en lettres de néon, brillant sur les boulevards, la moitié de mon nom. Sur ma vie en morceaux, quand trop tôt viendra l'heure de l'ultime faisceau, du dernier projecteur, je penserai sans doute à ces quelques lumières qu'on croise sur sa route, qui l'animent et l'éclaire, les lustres de cristal, la lampe d'Aladin, une lanterne, une étoile, ton sourire ce matin. Lors quand vacillera cette flamme qui est moi, cette loupiote nue, ce petit feu de joie, à l'ombre des douleurs, et pour les faire taire, je veux pouvoir moi-même éteindre la lumière. Tout à l'heure, tu parlais des psys, je vais y revenir là. Je disais que pour moi, de ce que j'ai compris du livre et de qu'il en ressort, on comprend que le système est un peu pourri. Vous parlez des experts dans le livre, je vais lire un autre extrait. Barthes avait découvert la veille l'importance de cette expertise psychiatrique au procès de M. Jacob. Il en avait conçu de la méfiance. Il lui semble aujourd'hui, à l'écoute de ce rapport accablant, que ces psychiatres, qui ne sont pas censés juger mais éclairer, font précisément l'inverse, préparant le terrain à la punition, fartant la piste répressive pour que s'élance le tribunal. Allait avoir l'air ravi et inspiré du président du tribunal, Barthes découvre aussi l'appétit des juges pour ces experts, dont toute parole semble être tenue pour vraie, etc., etc., etc. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais lire tout le livre. Désolé, je suis parti. Moi, c'est le truc des psychiatres qui me sidère. Et c'est ce que vous semblez dire dans ce passage, quoi, que qu'ils ne font pas le travail pour lequel ils sont là, et je ne comprends pas comment un tribunal qui est censé être dirigé par des personnes sensées, j'ai envie de dire, accorde une importance aussi capitale à quelqu'un qui a vu le prévenu une heure, parfois même beaucoup moins, et qui pense en raccourci, quoi, et qui génère un portrait qui n'est jamais, à mon sens, jamais le bon. Et je trouve ça fou. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Est-ce que vous avez une piste? Ou pas? Non, mais je partage votre sidération, hein. Alors là, pour le coup, je suis vraiment comme le lecteur. J'ai été sidérée d'assister à ça. Je m'y attendais pas du tout. Et je peux vous dire que beaucoup de psys avec qui j'ai parlé après de ces expertises, qui sont des psys que j'ai rencontrés justement quand j'avais fait le livre d'avant, considèrent que c'est un scandale et une manière de dévoyer la profession, et disent aussi que ça se fait. Après, ça pourrait aussi se faire dans des bonnes conditions. Évidemment, c'est ce que vous venez de dire, quand on passe 20 minutes avec un témoin et qu'après on décide qu'il est
qu'il est trop sensible à la frustration, qu'il refuse l'autorité alors qu'on lui a parlé 20 minutes. Bon, ça n'a aucun sens. Peut-être que si c'était fait dans de meilleures conditions, ça pourrait être justifié. Mais si vous voulez, j'ai pas de. Enfin, d'abord, je partage votre sidération et finalement, je ne l'ai pas dépassé. Hein. Je suis comme les lecteurs de ce point de vue-là. J'ai assisté à ça et je n'en revenais pas de voir surtout que les psys étaient comme des espèces de juges encore plus sévères, quoi. Au lieu précisément d'être du côté de l'accusé et de modérer les propos, d'expliquer la complexité des vies, et ils étaient plutôt là pour accabler. Donc ça, c'était insensé comme spectacle. Après, à un moment, je crois que je le dis très vite dans le livre, une des pistes, ça peut être aussi que juger, c'est quand même une position, alors moi que je ne leur envie pas du tout, hein, je détesterais être à cet endroit-là, de juger un homme, je trouve ça enfin chacun son tempérament, mais pour moi, il y a rien de plus violent et surtout de plus infaisable et compliqué, quoi. C'est-à-dire que, ces juges qui, en quelques minutes, en comparution immédiate, doivent décider de la vie de quelqu'un, doivent juger quelqu'un sans en connaissant rien de son existence, ça me semble être une tâche tellement difficile que l'expert, c'est aussi celui sur lequel on s'appuie pour pas prendre tout seul la responsabilité du jugement. Que je l'écoute, c'est un scientifique, il a raison, il est du côté de la vérité, et que ça permet aussi, peut-être par rapport à sa propre conscience, hein, bon là je projette, hein, c'est une hypothèse psychologique, je n'ai pas discuté avec des juges de ça, mais je me dis, si j'étais à leur place, je ne pourrais pas assumer seul. Donc l'expert, avec beaucoup de guillemets, me permet de partager le poids moral de juger. Voilà, c'est une hypothèse que j'émets en tout cas. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Je réfléchis en même temps. Moi, j'y vois, je sais pas. Moi, j'y vois aussi un truc d'égo et Mmh. d'époque, quoi. C'est moi le héros, c'est moi qui va faire le show, c'est moi qui va faire pencher la balance. Regardez-moi, ouais, super, c'est génial, quoi. Moi, je vois beaucoup ça, et d'autant plus Ouais. que je crois que pas plus loin, un peu plus loin, page 109, j'ai noté, j'y reviens, excusez-moi. Non, mais je pense que Ouais, vous page avez raison 109. aussi. Je pense que vous avez raison aussi, que c'est aussi une hypothèse. Enfin, de toute façon, il doit y avoir plusieurs raisons, mais je pense que la vôtre, tout à fait, vous avez c'est comme vous dites, c'est l'ère de l'individualité, Hmm. triomphante, voilà, du moi-je, donc oui et Ouais. puis là, vous avez raison, c'est que je sentais en effet une jubilation aussi, à parler en public, en effet à étaler sa science, à être au centre des regards, donc en ce sens-là, ouais, votre hypothèse, elle est évidemment, opérante aussi, c'est sûr. Hmm. C'est un spectacle, quoi, comme le spectacle Ouais, auquel s'adonnent les procureurs que vous racontez dans le tout à livre. fait. Barthes a noté que les prises de parole des procureurs, avec la dimension grandiloquente quasi de leur statut, cèdent bien souvent à l'outrance, à la généralisation. Mmh, mmh, On mmh. le voit aussi dans, tiens, ça me fait penser à Anatomie d'une chute, Ouais, lorsque le procureur, dans le film, ouais, fait ouais, de gros effets de manche et vas-y. tout Et à en fait. avant, en voyant, je me dis, bon, ben, il joue mal, lui, mais en fait, non, c'est pas qu'il joue mal, c'est que il est exactement Exactement, dans le rôle, quoi. exactement. C'est ahurissant, quoi. Ouais, non, mais Euh, c'est marrant ce que vous dites parce que j'ai beaucoup d'amis qui, après avoir vu le film, bon, la plupart des gens évidemment ont adoré ce film, mais me disaient quand même le procureur, il est caricatural. Et je leur disais, ben, allez passer une journée dans un tribunal, vous allez voir qu'il n'est pas du tout caricatural. Et moi, je le trouvais justement très juste parce que dans cette outrance, mais qui fait partie du jeu, la justice est un théâtre, et donc on est avec son costume, sa grande robe noire, et on participe. Donc, de toute façon, cette outrance, elle fait partie du dispositif. Exactement, exactement. Vous donnez une solution dans le livre, hein, c'est à la place des psychiatres, mettre des sociologues. Euh, Les pinsons Charlot. Enfin bon, maintenant, J'avais pas pensé à il, ça, mais il en ouais. manque une. J'avais pas pensé à ça, mais j'adhère, oui, c'est bien, c'est nickel. Alors, on est jugé donc sur l'apparence, sur la parole, ce qu'on en voit, quoi. Mais c'est aussi ultra politique, la justice. C'est encore, déjà que c'est biaisé par ça, mais c'est encore plus dramatique, j'ai envie de dire. Euh, je vais encore faire une petite citation, je suis désolé. Là, c'est un peu plus tôt.
Barthes aurait été stupéfié par la peine requise. Aujourd'hui, il s'attendait à davantage de sévérité encore, ayant appris que les délits les plus sévèrement réprimés sont ceux qui ne font aucune victime directe, que la majorité des faits passibles de 10 ans de prison est liée à ce petit trafic de stupéfiants, délit pourtant sans violence, sans commune mesure avec la part de la tragique de nos actes, mais délit rentable au regard de la pénurie de moyens, de la politique du chiffre et des passions communes. C'est facile et rapide, il suffit d'une fouille au corps à l'occasion d'un contrôle d'identité, alors le nombre d'affaires résolues augmente, et avec lui le sentiment du travail bien fait, la besace remplie. La dernière partie de la citation, là, je la trouve... elle fait froid dans le dos, quoi. Elle fait froid dans le dos. On est puni non seulement par l'apparence, mais parce qu'on fait partie d'une catégorie politique à réprimer. Justice, police, main dans la main pour taper sur les précaires et les non-blancs en général. Et là, ça me fait penser au livre de Gwenola Rigordo, pardon. Bon, alors je continue. Alors, 1312 raisons d'abolir la police. On y est, quoi. Tout ça pour dire qu'on fait baisser les chiffres, quoi. Comment avoir confiance, du coup, en tout ce système? Pour moi, il n'y a pas de solution, quoi. Est-ce que vous êtes sorti du livre avec un pessimisme ou un optimisme quand même? De l'écriture, Ah et non, du travail. non, je suis quand même sortie très, très pessimiste et assez déprimée. Alors, pas pour moi, parce qu'évidemment, moi, je suis une femme bourgeoise, blanche, des beaux quartiers, enfin des beaux quartiers parisiens. J'habite pas dans le 16e arrondissement, mais voilà, je suis dans une position extrêmement privilégiée. Donc moi, j'ai pas affaire à la police, j'ai pas affaire à la justice, je suis pas menacée. Et c'est ça aussi qui est extrêmement violent, c'est de se rendre compte à quel point la frontière, on la connaît, mais c'est vrai que quand on assiste au spectacle de la justice, cette frontière, ça devient vraiment mais un mur en béton hérissé de barbelés. Enfin, il y a quelque chose, on se sent vraiment euh, encore plus Ah. frontières entre les classes sociales, qui des frontières extrêmement hostiles et infranchissables. Et c'est vrai que euh, moi, je sors de là avec pas beaucoup d'espoir, pas beaucoup de solutions. Je constate en effet que la justice est un instrument de contrôle social, comme vous le disiez, des classes les plus précaires, des classes issues de l'immigration, des classes jeunes aussi. Euh, et voilà, et que c'est une institution politique qui sert cette violence sociale. De voir à quel point la justice est un organe politique de contrôle social des précaires, des jeunes. Oui, on pourrait avoir la naïveté de croire que la justice, justement, va venir compenser un peu les injustices de naissance, les injustices économiques, sociales, d'origine, etc. Or, au lieu de réparer, elle ne fait qu'accentuer. Et c'est ça le constat, en fait, très, très déprimant. C'est que c'est justement ce terme de justice, et à un moment, je le dis dans le livre, il y a la justice avec un grand J, qui est l'institution judiciaire, et puis il y a la justice avec un petit J, ça est le sentiment de justice. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et devant la justice, en tant qu'institution, on ressent le plus souvent un sentiment d'injustice. Euh, et c'est vrai que c'est en ce sens-là que la confiance dans l'institution judiciaire, elle est très, très entamée, et que c'est pour ça qu'il faut faire confiance plutôt aux individus, aux corps intermédiaires, aux collectifs. Euh, mais comment faire aujourd'hui confiance aux institutions? Enfin, on voit que ce n'est pas seulement la justice, toutes les institutions sont en crise. L'État lui-même, comment lui faire confiance? Donc on sort avec ce constat qui n'est pas très joyeux en effet, mais qui est aussi une manière de dire, bon, ben, n'attendons plus rien de ces institutions et faisons confiance voilà, aux forces individuelles, à l'intelligence populaire, voilà, au militantisme ici ou là. Enfin, il y a des manières quand même de s'organiser pour justement rétablir la justice là où l'État ne le fait pas. Alors l'État est beaucoup plus fort que nous, mais il y a des moyens d'agir quand même. Donc en ce sens-là, je me dis, il ne faut pas non plus être trop défaitiste. Et puis c'est pas plus mal d'arrêter de faire confiance aux institutions, en fait. Je vois pas pourquoi elles seraient de notre côté. Vous voyez, je me dis, bon, bah, au moins,
on est débarrassé de cette attente, quoi, face à la justice, face à la police, quand c'est face à l'éducation nationale, par exemple, c'est plus compliqué, mais voilà, quand on cesse d'attendre, c'est aussi le moment où on commence à agir, peut-être, je me dis. Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Avec les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, les lourd comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu, jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. Ben si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant papa, c'est quand qu'on va où? Il nous reste peu de temps, alors je vais passer sur pas mal de choses, je vais en parler rapidement, mais bon, en gros, mépris de classe à tous les étages, et même on se rend compte mais que même, alors c'est pas flagrant, enfin c'est pas le sujet principal du livre, hein, mais on s'aperçoit que les avocats commis d'office ou les avocats des prévenus, ben, ils ont beau avoir le titre d'avocat, quasiment ils ne comptent pas, quoi. C'est assez problématique, on s'en fout de ce qu'ils disent et de leur justification, puisque de toute façon tout le monde est déjà jugé avant même d'entrer. Tout le monde pense en raccourci, en préjugé. Je ne vais pas citer, mais pour ceux qui ont le livre, allez voir la page 106 pour illustrer ce propos-là. En gros, on passe notre vie à donner des gages pour une queue de cerise. Et en plus, il faut dire merci et baisser la tête.
Et malgré alors et là j'insiste, hein, parce que là, comme j'en parle, on peut penser que c'est un livre, dont on ressort, déprimé: «Oh mon Dieu, on va tous crever». Mais c'est pas du tout, hein, c'est super, déjà c'est super bien écrit, j'ai déjà dit, peut-être je l'ai pas encore dit, mais c'est super bien écrit, c'est fluide. Moi je l'ai lu en un voyage de train, j'ai pas décroché quoi. Ça m'a happé, mais déjà rien que le début, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on entre dans un truc irréel et pourtant le paradoxe, c'est qu'on est en plein dans la réalité, quoi. Mmh. Et il y a pas mal de paradoxes dans votre livre. Oh là, je vais trop loin, je reviens. Je vais choisir les dernières questions. Euh, Peut-être pas la dernière, l'avant-dernière. Est-ce que les juges sont coupables ou de cet état, de l'état de la justice, ou est-ce qu'ils sont complices? Parce que vous dites à un moment donné, oh les pauvres juges, euh, Mmh. à un moment Ils donné, les sont pauvres juges, éreintés. etc. Mmh. Oui, voilà. Mmh. Et moi, j'ai du mal vraiment à compatir. Compatir, c'est bien le mot? Ouais, 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 Merci. tout à fait, c'est le mot. Alors c'est une question, j'ai un peu retourné dans tous les sens parce que, moi j'ai d'abord senti évidemment une colère contre ces juges dans la manière dont ils s'adressaient aux prévenus, dans leur ironie, de classe justement, dans leur mépris de classe, dans leur façon d'utiliser une langue incompréhensible pour les prévenus, de leur entre-soi et cetera, leur condescendance, enfin voilà, j'ai d'abord ressenti cette colère. Après, je me dis aussi, moi je veux pas non plus attaquer les juges individuellement. En plus, je n'en ai rencontré aucun, j'ai parlé avec aucun d'entre eux, j'ai pas recueilli leurs paroles, donc je veux pas non plus les accabler. Je pense, qu'ils incarnent un système, qui sont les c'est-à-dire que ces juges que je voyais sur l'estrade, je me disais: «Mais ça se trouve, si je dîne avec lui ce soir, je vais le trouver très sympa, on va faire des blagues, on va être bah, Heu, dès qu'il met sa robe, il devient un agent de l'institution et là, il est une autre personne au service de l'institution. Donc je pense qu'il faut arriver à penser ça. Alors, vous me direz, c'est lui qui a choisi d'être juge, d'être à cette place, hein. Moi, je trouve ça en effet assez trouble, de vouloir, être à la place de celui qui a du pouvoir sur les autres et qui juge de la vie des autres, hein. Déjà, c'est des complexions, particulières. Mais, voilà, je pense ils sont aussi des agents de l'institution et ils peuvent être victimes de l'institution parce que ça, je crois vraiment au fait que, ils travaillent dans des conditions déplorables, ils sont éreintés, ils reçoivent des ordres politiques contradictoires, ils n'ont pas le temps de traiter les dossiers, ils sont comme dans toutes les institutions, la maltraitance entraîne de la maltraitance. Je veux dire, je pense que les juges sont aussi maltraités, par leur hiérarchie, par le pouvoir politique. Ils sont dans des conditions de travail qui les poussent à bout et évidemment que, c'est comme à l'hôpital ou dans les maisons de retraite. Quand on maltraite les agents, les agents maltraitent les patients. Alors, je dis pas que ça les excuse, mais on voit très bien comment la maltraitance entraîne la maltraitance et comment les conditions de travail déplorables entraînent cette maltraitance. Donc, il ne s'agit pas de les dédouaner, il s'agit d'arriver à tout faire tenir ensemble. Euh, le fait qu'ils soient à la fois des complices et des agents de l'institution, mais qu'ils en soient aussi des victimes et qu'ils soient des individus peut-être tout à fait charitables par ailleurs, mais quand ils sont sur l'estrade vêtus du vêtement du pouvoir, qui est cette robe noire de magistrat, ils deviennent d'autres personnes d'une certaine façon. Ce sont plus eux qui parlent, mais le pouvoir, mais l'idéologie politique. Donc voilà, mais c'est vrai que ça m'a taraudé cette affaire et j'ai du mal à trancher. OK, super. Mais j'ai une dernière question, mais plus, sur votre style, et puis on arrête. Donc j'ai lu, comme je disais tout à l'heure, Boys, Boys, Boys à la folie et Le Témoin. Alors Boys, 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 moi ça m'a vraiment marqué, mais c'est un truc générationnel parce que moi, bah, je suis d'une génération où on disait aux hommes, «Tu un homme, point, tu une femme» et cetera. Boys, Mmh. Boys, Boys, ça raconte un peu, j'allais dire l'émancipation d'une femme, non, mais c'est, le choix quoi Mmh. que fait Mmh. la narratrice. Donc, il est super ce livre. C'est comme, quand on le lit, on est comme au-dessus d'une vie qui se passe et puis on voit des petits passages et puis tout d'un coup on comprend tout. Et moi j'ai trouvé que c'était, entre les 3, il y a un point commun, c'est la révolte dans les 3 livres. Alors j'ai pas lu vos autres livres, je suis désolé, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est un peu votre sujet. Est-ce que vous êtes d'accord ou je délire totalement?
Non, non, je ne finirai pas totalement, c'est vrai. Heu heu, alors ce qui est marrant, c'est que, dans toute ma bibliographie, vous avez pris les 3 livres qui sont les livres les plus révoltés, les plus colériques et les plus politiques. Donc ça, heu, mais après, c'est complètement une partie de mon travail. C'est-à-dire que j'aime l'idée de pouvoir exprimer par la littérature, en effet, ce sentiment d'injustice, dont on parle, ce sentiment de révolte dont on parle, mais de le faire par la fiction et pas de le faire justement par le biais d'un essai ou de propos idéologiques, de l'incarner dans des fictions, c'est-à-dire dans des corps, dans des vies, dans des personnages. Mais c'est vrai que c'est un aspect de mon travail. Alors après, Boys, 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 c'est un livre un petit peu à part pour moi parce que donc je l'ai écrit il y a 20 ans, c'est mon premier livre. C'est un livre que j'ai plus de mal à aimer aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le féminisme depuis, dans la lutte des femmes, que je trouve qu'il a un côté un petit peu immature, mais ça, ce sont les premiers romans, c'est normal, ils sont un peu plus fougueux, un peu plus à l'emporte-pièce, donc je pense que je le réécrirai différemment aujourd'hui. Mais je me dis, il témoigne, ce qui est intéressant quand on regarde son premier livre, 20 ans plus tard, c'est qu'il témoigne d'une humeur. Et en effet, cette humeur, elle est assez énervée d'une certaine façon. Euh, et ça, j'essaye de le garder, quoi, de le garder aussi en vieillissant, tout simplement, parce que la colère, elle peut s'émousser avec l'âge ou pas, d'ailleurs, mais bon. Donc, c'est un livre qui me paraît très loin et écrit un peu par moi jeune, quoi, et moi avec une colère que je trouve saine, mais parfois un peu naïve et qui manque de subtilité. Et ce qui m'intéresse, c'est de garder cette colère, mais de la rendre un peu plus subtile de livre en livre, et puis avec l'âge, quoi. C'est sûr que je l'ai écrit, j'avais pas encore 30 ans, aujourd'hui j'en ai 50, j'ai changé, quoi. Mais ça me fait plaisir que vous me disiez qu'il y a quelque chose de commun parce que je me dis: «Bon, bah, j'ai changé, mais je suis quand même toujours la même personne et puis il y a une cohérence dans mon travail». Donc ça me fait plaisir, mais ça, je crois que ça peut venir que d'un lecteur justement, qui arrive à voir des liens entre un livre que j'ai écrit il y a 20 ans, un livre que j'ai écrit aujourd'hui. Parce que moi, j'ai du mal à voir les liens, et donc c'est super que les lecteurs le fassent pour moi, quoi. Ça me fait plaisir, ça me rassure. Ah oui, bah, je vous confirme, hein, il y a bien vu un lien entre les 3 vraiment. On va s'arrêter là. Je vous remercie vraiment encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Bah, c'est Votre moi livre qui vous s'appelle Le remercie. Témoin. Merci. Ça s'appelle Le Témoin aux éditions Flammarion. Joyce Orman, c'était vous. Un exemplaire est à gagner sur les réseaux sociaux. Regardez nos posts sur Twitter, Instagram, etc., etc. Et merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir. Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damage. Previously on Lost. Previously on